Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Tinguet, je suis agent de communication chez Via Prévention. Et bois, c'est pas un métier facile. Il transporte des tonnes, court marche, des kilomètres, moins 40, plus 40, sur tous les jours. Ça prend de la santé et de la sécurité. On va en parler. Un éboueur, il ramasse quel poids par jour? Donc de 8 000 à 12 000 kilos par jour en recyclage. En compost, on va parler de 8 000 à 10 000 kilos par jour. C'est 10 tonnes, ça. Oui, exactement. Au niveau des ordures ménagères, là, on va plus parler de 20 000 kilos par jour. Les blessures les plus fréquentes chez nous, c'est souvent un soulèvement des charges inappropriées avec un mouvement souvent de torsion. Par exemple, ils vont soulever une charge, à la place d'utiliser deux mains, ils vont en utiliser juste une. Ils vont faire des mauvais mouvements de torsion. On a aussi beaucoup de chutes, chutes soit de même niveau ou des chutes avec des paliers, par exemple, quand ils vont descendre sur les 3 points d'appui. En période hivernale, surtout, les plaques de glace qu'ils n'ont pas nécessairement vues. Les lacérations avec le verre. On a beau fournir des bas anti-coupure, des gants anti-coupure, malheureusement, il peut en arriver pareil. Un éclat de verre, quand on prend un sac qui tombe du sac puis qui va venir lacérer un endroit qui n'est pas protégé, ça se produit encore. Puis je vais dire aussi les troubles musculo-squelettiques. Quelqu'un qui ne prend pas des bonnes manutentions, qui n'utilise pas les bonnes techniques de travail, bien malheureusement, il peut avoir des spasmes au dos, il peut avoir des problèmes avec les tunnels carpiens. Tu sais, Julie, je travaille, je suis là déboire. Là, je me suis fait un petit peu mal, mais pas trop, ça va passer. Là. Pourquoi je le dirais? Bien, en fait, c'est de laisser une trace écrite. En même temps, ça laisse une mémoire pour l'entreprise, d'essayer de mettre des mesures en place pour pas que quelqu'un d'autre se fasse cette blessure-là aussi, qui pourrait peut-être être plus grave la prochaine fois. Là. Ça peut me servir à moi, dans le fond. Eh oui, ça peut te protéger, te prouver que c'est bien arrivé au travail. Tu sais, peut-être que tu t'es juste fait une petite blessure, puis demain, tu ne seras pas capable de te lever parce que tu vas être barré du dos. Des fois, ça se dégrade, là, les blessures. On peut pas prévoir ce qui va arriver. Justement, on n'a pas tendance à juste déclarer une blessure juste quand ça saigne et qu'il y a quelque chose qui... Bien, ici, on est quand même sensibilisés. Les gens, ce qu'ils vont faire, c'est pas déclarer officiellement. Ils vont juste au moins le dire à leur contremaître. Donc, j'ai fait, mettons, un mauvais soulèvement de charge. Je me suis fait un petit peu mal au dos. Je vais finir la journée, puis si ça va pas mieux, je vais consulter le lendemain. Ils sont très, très sensibilisés à ça depuis au moins 5 ans. C'est quoi tes bons souvenirs de ton époque d'aide-et-boire? Qu'est-ce que tu as aimé faire là-dedans? Écoute, c'était vraiment le challenge physique. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça bouger physiquement. Chaque jour, c'est un nouveau défi. Pour moi, peut-être que tu vas trouver ça drôle, mais c'était comme une Spartan Race pour moi chaque jour. J'avais le défi de vouloir remplir mon camion rapidement, efficacement. Fait que c'était mon petit entraînement là, chaque jour. Ça, c'est vraiment ce que j'adorais. Un petit entraînement. Exact. Est-ce que c'est facile d'intégrer des femmes dans ce métier apparemment, et pas juste apparemment, très physique? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est que souvent, ça fait peur aux femmes. Ils ont l'impression que c'est une tâche beaucoup trop physique pour elles. Mais par contre, c'est pas plus demandant. Si le soulèvement de charge et la cadence est respectée, les règles de santé et sécurité, ça fait juste les maintenir en forme, puis c'est un bel emploi quand même. C'est sûr que c'est souvent des équipes de 2 garçons, mais nous, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. Là. C'est sûr que si tu as la bonne technique, ça va super bien. C'est quoi une bonne technique? Plier ses genoux, quand c'est trop lourd, le ramasser à 2, pour que ça soit le plus sécuritaire possible. Généralement, même nos femmes, je vous dirais qu'elles sont même plus fortes que certains hommes. Ah, il y a une compétition. Oui, un peu. Éboueuses et boire, pour que les bacs se vident, il faut que la santé soit pleine. 3 conseils clés. Je dirais en premier, bien, toujours rester vigilant, être attentif à ce qui se passe. Hein. C'est un environnement changeant, donc toujours avoir des yeux tout le tour de la tête, c'est bien. Je leur dirais aussi d'écouter leur corps. En fait, il y a des mouvements qu'on fait qui font mal, bien, écoute, puis arrête de le faire si ça fonctionne pas. Si tu as soif, bois. Puis le 3e conseil, évidemment, moi, je pense que c'est la communication. C'est important d'être en communication avec le chauffeur, d'être capable de se parler, d'échanger, puis de voir un peu ce qui se passe autour de nous. Si un chauffeur rencontre une problématique, il peut appeler le superviseur, il va se déplacer immédiatement. Puis les superviseurs chez de Richebourg ont des suivis, des contrôles terrain à faire. Donc, à tous les mois, ils doivent s'assurer d'avoir tous les camions qui sont sous leur responsabilité au moins une fois. Puis, ils ont une fiche d'observation à faire qui dure entre 15 et 30 minutes.
Suite à ça, ils rencontrent l'équipe directement sur place pour leur faire part de leur observation. Comment tu arrives à faire que ce soit pas plate pour eux autres, la prévention? On va mettre des programmes un peu en place pour favoriser ça, comme une espèce de pool d'hockey. Les gens sont impliqués dans ce pool d'hockey-là, mais c'est avec eux autres mêmes, les employés de terrain, qui vont se choisir, se faire des équipes pour être le plus sécuritaire possible. Si tu n'apprécies pas ton travail, tu n'as pas le goût de mettre les efforts que ça prend pour le faire. Donc, en bout de ligne, le métier ne sera pas fait pour toi. Jean-Christophe! Dérange-moi pas, j'ai trouvé une lecture super intéressante. Suivre les politiques et procédures. On a passé beaucoup de temps à travailler là-dessus, à bâtir d'une manière de travailler pour être le plus sécuritaire possible. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Faut que ça soit respecté. Sinon, c'est un bout de papier et on est tous bien de le mettre dans le recyclage. Là. Ça tient à cœur, hein, tout ça. Là. On voit que tu veux vraiment que les gars se blessent pas. Bien, je vais dire oui parce que je me vois quand même en tant qu'aide-déboire. J'ai pas le goût de scraper la vie de personne. Je veux pas que personne meure, je veux pas que personne se blesse gravement. Là. On ramasse juste des déchets. Là. Fait qu'on tue pas personne, on se blesse pas, on retourne à la maison le soir. Il faut se préparer à bien partir, parce que quand c'est bien parti, c'est bien. Tout va se jouer dans la préparation. D'avoir un sac avec tes EPI, jamais oublier tes EPI, ça c'est fondamental. Si tu n'as pas tes EPI, tu ne travailles pas. C'est comme un charpentier menuisier, s'il n'a pas ses marteaux et ses outils, il ne travaillera pas. Pensez à la météo qui va se dérouler dans la journée. Ça prend un bon équipement, le froid, les contraintes thermiques. Fait que ça va être vraiment important de bien se préparer. Si on commence avec tes pieds, il faut protéger les orteils, évidemment, avec un cap d'acier. C'est ce qui est obligatoire. On continue, tu as un pantalon, ce qui fait une protection entre toi et le déchet. Des fois, il y a entre autres les brochettes en bois qui peuvent dépasser des sacs, ça peut se graffiner, on peut se faire mal. Donc, c'est bien d'avoir un pantalon long. Évidemment, encore l'été, il fait très chaud avec ça, mais c'est bien de l'avoir. Ton dossard qu'on doit porter évidemment par-dessus comme dernière étape. Il faut voir l'avant, l'arrière, les côtés. Toi, tu n'as pas de gants, mais évidemment, les gants, c'est très, très, très important. C'est important de mettre une distance entre toi et le déchet. Le gant idéal, il faut qu'il offre une bonne dextérité puis une adhérence aussi. Il ne faut pas qu'il glisse. Salut Jean. Salut. Tu te prépares, tu mets tes EPI? Oui. J'ai vu, là, tu as mis la paire de pantalons par-dessus les pantalons que tu portais déjà. J'ai regardé, aujourd'hui, il va faire plus de 40 humidex. Pourquoi tu mets pas juste les pantalons de protection? Bon, c'est pour se protéger, parce que nous, on fait du compost et il y a beaucoup de jus. As-tu des exemples, des cas où ce que tu as porté, ça t'a vraiment protégé puis ça a évité de te blesser? Quand on met le bac sur le verseur, ça peut arriver que le bac, une fois renversé, ça peut sortir du verseur et puis ça m'est déjà arrivé et ça tombe directement sur le cap d'acier. Si j'avais pas ça là, j'aurais perdu mon orteil là. Ah ouais? Ah oui, ça arrive. Ouais, j'imagine que malgré la chaleur, ça donne quand même envie de porter ces EPI. On n'a pas le choix. Comment tu fais pour pas avoir froid quand il fait moins? Bien, on met plusieurs couches. Comme vous voyez, j'ai mis ma combine, mon pantalon, et je vais mettre ma salopette. Mais quand même, là, tu cours, on sait que c'est très actif. Oui. À un moment donné, justement, t'as pas trop chaud avec tout ça, là? Mais à ce moment, on va enlever une couche. Si on est trop chaud encore, on va enlever une deuxième couche jusqu'à ce qu'on va travailler dans une ambiance confortable. Quand il y a de la slush, de l'eau, ou quand il pleut, ça c'est mes néos. Ça c'est mes néos. Je vais l'enfiler sur ma botte parce que c'est imperméable. Là, tu mets une autre couche. Ouais, je mets une autre couche. C'est les couches du haut, ça. Bon, ben cool. On est prêt à y aller? Oui, on n'a pas y aller. On y va. Hey, t'as de l'appétit, méchant sac à lunch? Ben non, c'est mon sac de rechange. Quand je suis mouillé, je dois me changer. Ah, il faut pas oublier que quand on est mouillé, il faut changer ses couches. Oui. On n'oubliera pas ça.
Tadam, 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 tadam. Et on retrouve Sylvain sur la passerelle. Comment ça va, Sylvain? Oui, on est sur une passerelle qui sert à quoi, là? C'est une passerelle qui sert pour les employés, que ce soit autant c'est sur toutes les saisons, mais plus principalement pour l'hiver. Donc, la situation ici, quand il tombe la neige, les employés vont monter en haut, vont pouvoir déblayer le dessus du camion, donc s'assurer que ce soit optimal quand ils puissent partir sur la route avec le camion. Quand il y a des véhicules qui nous suivent, on ne voudrait pas qu'il y ait des plaques qui peuvent décoller, envoler sur un véhicule, causer des dommages. Salut Pierre-Marc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis top shape un matin. Ah, t'es top shape? Oui. Là, on vient de me dire que ça fait 20 ans que t'es des bois. Oui. 20 ans. Puis on m'a dit aussi que t'avais jamais eu d'accident de travail. Exact. Comment t'as réussi ça? Bien, tout simplement par mes petits échauffements du matin. Je suis toujours prêt mentalement, puis j'aime ce que je fais. Donc, je pense toujours à ce qui pourrait arriver. Je prévois l'imprévisible. La sécurité est toujours de mise dans ma tête. Et puis, je passe ça top shape avec une mentalité positive. OK, c'est cool. Puis Ouais. t'as du fun à ce que tu fais, apparemment? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des fois où t'as pas eu d'accident parce que tu portais de l'équipement de protection? Selon moi, oui. Le côté visible, surtout quand j'ai fini tard le soir, à ce moment-là, le côté fluorescent peut nous aider grandement. Des bas de sécurité? Oui, c'est arrivé Y une a couple déjà de quelque fois. chose qui t'est tombé sur le pied? Une brique sur le pied, puis j'ai dit, ah, merci bon Dieu, j'ai mon cap. Une brique? Oui. Oh. Une brique qui est tombée d'une poubelle. Aujourd'hui, les opérations se déroulent sous un humidex de 40. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour éviter les coups de chaleur? Tous les travailleurs ont reçu des documents concernant les chaleurs, où est-ce qu'on leur demande de boire de l'eau en quantité suffisante. Ensuite de ça, si jamais ils ont chaud, ils peuvent aller prendre des pauses à leur guise dans la cabine du camion avec l'air climatisé. Les camions sont équipés d'air climatisé. Et ensuite, on a aussi les superviseurs qui sont sur la route qui, en faisant la tournée des camions, distribuent de l'eau en plus. Comment on reconnaît un coup de chaleur? Tant qu'un travailleur va transpirer, c'est correct, on régularise bien la température interne. Mais quelqu'un qui devient rouge comme une tomate, puis sec, qui transpire plus, là, ça commence à devenir dangereux parce que c'est là que la température interne augmente. Quand on a des crampes, ça peut annoncer que le coup de chaleur s'en vient. Quelqu'un qui devient incohérent, que ce qu'il dit, ça n'a plus de sens, peut aussi être en train de faire un coup de chaleur. Donc, évidemment, la façon de combattre ça, c'est de s'assurer d'être bien hydraté en tout temps. L'été, ça peut aller jusqu'à un verre d'eau à chaque 10 minutes, là, donc il ne faut pas hésiter à s'en apporter. Je pense qu'aujourd'hui, il fait 35 degrés à l'humidex. Des coups de chaleur, t'as jamais eu peur de ça? C'est sûr qu'il faut vraiment s'hydrater. Il faut toujours boire, prendre des pauses le plus souvent possible quand il y a une grosse canicule comme ça. Puis, à l'occasion, les citoyens sont gentils. Ils viennent nous porter des bouteilles d'eau, des petits Gatorade des fois. Fait que dans ce temps-là, on apprécie ça. Dans les vidanges comme au hockey, pour aller de l'avant, il faut avancer par en avant. Les déboires, il peut se déplacer à pied, sur le marchepied ou dans la cabine. Comment il fait pour choisir son mode de transport? On lui demande d'embarquer dans la cabine s'il y a plus que 300 mètres à parcourir sans avoir de collecte à faire. C'est sûr aussi qu'idéalement, on demande de ne pas courir à côté du camion quand le camion est en marche, hein, parce qu'on pourrait se fouler une cheville puis tomber en dessous, ça pourrait être dangereux. Mais maintenant, les accidents, ça porte surtout sur quoi? Les camions sont conçus ici selon une norme américaine qui fait qu'il n'y a aucune détection du travailleur sur le camion. Donc, le camion, mécaniquement, va quand même reculer s'il y a quelqu'un sur le marchepied, va quand même compacter s'il y a quelqu'un sur le marchepied. Donc, il faut qu'on mette des mesures administratives en place pour éviter ça. Donc, il y a toutes sortes de choses, là, entre autres de ne pas rouler à plus que 16 km/h quand il y a quelqu'un sur le marchepied. Tu dois avoir des fois des retours de gars qui disent les cyclistes qui nous fatiguent, non? Est-ce que c'est une cohabitation difficile? C'est une cohabitation qui est très difficile. À chaque année, durant l'été, il y a des accidents entre des cyclistes puis des aides-boires, que ce soit avec notre entreprise ou d'autres entreprises. Pour vider un contenant, les boires doivent passer 4 fois dans la piste cyclable. Puis les cyclistes ne sont pas intéressés à attendre. Des fois, il y a des collisions. Nous, on fait toujours attention, mais eux,
Ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, le camion arrive, le helper travaille, le helper traverse la rue et puis eux, ils n'arrêtent jamais. Il n'y a jamais de... Ça arrive parfois. Ça arrive parfois une collision entre le cycliste et le helper. As-tu déjà eu envie de prendre un cycliste puis de le mettre dans la benne? Je vais te dire oui. Des fois, Et tu l'as ça fait? peut être assez... Non, Ah. je me garde une petite gêne, là, même si c'est pas l'envie qui manque. On peut pas commencer non plus à être frustré à toutes les fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va un peu nous causer des tracas, sinon ça finira jamais parce qu'il y en a à journée longue. Par contre, je pense que les gens prennent des chances. Ils voient un camion, le chauffeur m'a vu, ou bien ils prennent comme en considération qu'on sait où est-ce qu'ils sont. Donc, ils prennent des risques puis ils peuvent nous causer des problématiques. Ça va être à nous de vraiment avoir une vue d'ensemble. Puis en attendant que les gens se conscientisent, on n'a pas le choix. Faut essayer de penser pour eux. Donne-moi des exemples d'imprévisibles. Je vais donner un exemple. Une voiture qui s'en vient à toute vitesse à l'arrière de moi, puis le camion il arrête. Parce que là, j'ai un bac à ramasser. À ce moment-là, je m'arrange pour être visible. Et puis, je pense à un champ d'accès qu'il ne peut franchir. Je lui bloque l'accès. Ils vont se protéger, par exemple. Fait que généralement, de la façon qu'ils vont mettre leurs déchets sur la vanne à déchets, que ce soit un bac ou des sacs, ils vont toujours s'arranger pour être derrière le camion pour pas justement se faire frapper. En voiture, là, on en a vu, là, du monde énervé, là, après Du les monde éboueurs. impatient, Impatient. très impatient. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu gères ça? On essaie de leur dire de s'arrêter, mais il y en a qui sont vraiment pressés. Il faut qu'ils aillent porter leurs enfants. La vie va vite. Fait qu'eux sont pressés, veulent passer. Fait que dans ce temps-là, on se tasse, là, si vraiment. Mais la plupart du temps, ils comprennent. Là. Ah ouais? Ils vous respectent, en général, j'imagine. De toute façon, En on a besoin de général, vous, là. il y a toujours des exceptions. Tu t'en vas où quand tu recules? Est-ce que tu le sais, toi? Est-ce qu'il y a des consignes particulières, ou encore une fois, des moyens de prévention particuliers concernant les manœuvres de recul? Bien, dans un premier temps, moins il y en a, mieux que c'est. Donc, ce qu'il faut, c'est reculer le camion le moins souvent possible afin d'éviter justement ce type de manœuvre-là. là. Les méthodes de travail ont changé. Donc, ça a été identifié que quand il y avait quelqu'un sur le marchepied, c'était très, très dangereux de faire une manœuvre de recul. Donc, la CNESST, les employeurs, tout le monde a mis l'accent là-dessus. C'est interdit d'avoir quelqu'un sur le marchepied quand le camion recule. Quelle est la différence entre un chauffeur et une araignée sauteuse? L'araignée sauteuse, des yeux, elle en a 8. Elle voit partout en même temps. Le chauffeur, des yeux, il en a 2. Il voit juste à un endroit à la fois. Comment vous ajustez les miroirs, justement, pour éviter le plus possible les angles morts? Est-ce qu'il y a une procédure, une façon de faire? Il n'y a pas de procédure particulière, donc on y va. Chaque chauffeur a sa façon de s'asseoir dans le banc, la hauteur du banc est réglable. Ils n'ont pas tous la même grandeur, donc il faut s'ajuster à chaque conducteur. Il y a des miroirs en quantité suffisante sur les camions. On en ajoute au besoin, donc il y a des miroirs à grand angle pour voir chaque côté du camion le plus large possible. Il y a aussi des loupes qui sont installées sous ces miroirs-là pour pouvoir voir au sol de chaque côté du camion, en plus de loupes à l'avant du camion pour voir s'il y a quelqu'un qui passe en avant du camion. Avec autant de miroirs, le camion, il a des yeux partout, là. Il ne s'agirait pas de faire des niaiseries. Mais quelle serait la meilleure façon pour un chauffeur d'être certain qu'il ne va pas rouler sur son aide-bois? Évidemment que la meilleure façon, c'est tu me vois, je te vois. Hein? Tant que les deux sont capables de se voir, c'est clair qu'ils vont pas reculer l'un sur l'autre. À ce moment-là, l'aide-éboueur devient le signaleur. Il n'y a pas vraiment une norme sur les signes. Il n'y a pas un seul signe qui veut dire de reculer. L'important, c'est d'établir ensemble une communication efficace, qu'on se comprenne les deux. Si on peut dire au chauffeur, dès que tu le vois plus, arrête, bien, c'est la meilleure façon de ne pas reculer dessus, là. Le plus fort, c'est celui qui force pas. Avant de lever une charge, c'est toujours intéressant de regarder le poids qu'elle a en la soupesant. C'est quoi exactement pour être sûr d'appliquer la bonne force. Une trop grande force appliquée ou une force qui est trop basse, bien, dans les deux cas, ça va résulter en des accidents de travail. C'est une bonne idée de tester parce qu'on sait jamais ce qu'on peut trouver dans un bac. Puis ça peut être lourd!
C'est sûr que quand tu prends une charge, bien, idéalement, les pieds suivent les bras. Hein? Parce que si tu fais un mouvement comme ça, essaie-le. Fais ça comme ça, juste le haut du corps. Tu vois, J'écoute. ça fait mal, hein, un peu ici. Oui. Bien, c'est ça un peu que je te dis. Écoute ton corps. Quand tu fais ce mouvement-là, ça fait mal. Donc, fais-le pas. Et c'est quand le camion s'arrête que les déboires descendent du marchepied. Dans la vraie vie, c'est pas toujours ça qui se passe. Malheureusement, le déboire descend, le camion n'est pas encore arrêté. Est-ce qu'il y a des trucs pour pas se blesser quand même? C'est sûr qu'on va encourager nos gens à débarquer au moment clé quand que le camion va être pratiquement arrêté. Ça, c'est sûr que ça va être vraiment important. Ça va être de descendre en servant des 3 points d'appui, bien répartir son poids sur nos jambes. Julie, tu as parlé du 300 mètres, du 16 km/h. Est-ce qu'il y aurait une autre mesure administrative de prévention? Oui, de ne pas compacter quand on est sur le marchepied. Il faut être sur le côté. Il peut y avoir des choses qui vont être qui ressortent du compacteur là, quand on met le couteau en marche. Donc, il faut éviter d'être derrière puis de rester sur le côté. Quand il tombe des tempêtes de neige, malheureusement, c'est pas tous les citoyens qui vont bien dégager leur bac. Fait que des fois, c'est plus compliqué, plus difficile d'aller chercher les bacs. Donc, les manœuvres, plus de risques de blessures en situation hivernale qu'à l'été, exemple. Qu'est-ce que tu fais quand c'est pogné dans la glace? Mais quand c'est pogné dans la glace, on utilise une pelle. Mais si avec la pelle, on n'arrive pas à l'enlever, et on va revenir une autre fois lorsque ça dégèle un peu. Salut Donald! Salut! Ça glisse énormément, donc surtout pour les éboueurs en arrière aussi. Il faut regarder ce qui se passe parce qu'il pourrait glisser en dessous du camion. La neige aussi, on essaie d'aller chercher, de se coller le plus possible sur les bacs, les poubelles pour au niveau de l'ergonomie. Pour pas qu'il y ait à forcer trop non plus. C'est compliqué l'hiver. Comment ça se passe avec les citoyens d'habitude? En général, ça se passe bien. Oui. Est-ce qu'il y en a qui vous disent, OK, s'il te plaît, t'as l'air bonne, est-ce que tu peux m'aider à déménager des affaires en arrière? Ben, si c'est sorti en avant, on va le faire. Puis surtout, on prend pas l'argent. On n'a pas besoin d'argent. Dans le fond, ça nous fait plaisir de le faire pour le citoyen. Ah, OK, vous n'avez pas le droit. Non. Comment tu fais pour, sur la durée, éviter les usures? En commençant le matin, déjà en faisant un bon échauffement, en partant pas à froid, ça peut aider, hein? Ton corps, le préparer à l'effort. Ça peut être une excellente technique de pas te blesser. Moins de blesser, disons. C'est d'activer son corps avant de commencer à travailler fort. Un peu comme un joueur de hockey qui va faire son warm-up avant la partie. Tu cours, tu pousses, tu tires, tu lances. Fait que les échauffements devraient être en lien avec ces mêmes mouvements-là. Avant de courir, peut-être que je peux marcher plus rapidement, peut-être que je peux monter des escaliers. Ça va me préparer à la course qui va s'en venir. Quand est-ce que je vais les faire? Évidemment, ça va être avant de travailler. Avant de commencer à faire mon travail, peut-être qu'à l'entreprise, ça va être le temps qu'on se rende jusqu'au camion. On a une petite marche dans le cours à faire. C'est peut-être ce moment-là qui est le plus approprié. Puis ces échauffements-là devraient se terminer exactement au moment où tu commences à travailler. Il ne devrait pas avoir une pause entre les deux pour que tu te refroidisses. Hein? L'échauffement, on s'échauffe, on augmente la chaleur, la température, l'intensité. Après ça, on devrait être tout de suite prêt à travailler. Pense au temps que tu pars de dans le garage puis tu te rends jusqu'à ton camion, tu es pas mal prêt pour te réchauffer à ce moment-là. Puis tu me disais que tu faisais des échauffements. Ça, c'est pas préétabli, mes échauffements, je vais vous dire. Moi, De quand quoi je me- ça a l'air? Là? Je me lève, il n'y a rien de préétabli. J'ai de l'air d'un clown des fois. Mais tire un peu partout. Je pense articulation avant tout. Lombaire et articulation. Les jambes, les bras. Tout ce qui bouge. Et puis je pars. 3 points d'appui en tout temps. Pour des affaires spéciales, ça te rend des spécialistes. Et ça étonne personne de voir personne dans le camion, puis que le camion il roule. On regarde les miroirs, généralement, des fois on met le clignotant. Donc tout ça, ça aide l'autre personne là, qui ne voit pas le chauffeur à gauche. La conduite à droite, ça c'est quelque chose, on n'est pas tous nés en Grande-Bretagne, c'est pas évident. Le virage à gauche, quand on conduit à droite, on sait que le risque est c'est là que le risque est le plus grand. Ouais. Est-ce qu'on peut éviter, c'est possible de jamais tourner à gauche? C'est possible de tourner très peu souvent à gauche.
Et si jamais on doit tourner à gauche, nous, ce qu'on demande à nos conducteurs, c'est de transférer, d'aller s'asseoir du côté gauche pour faire un virage à gauche. Donc, quand on est en conduite debout à droite, même en plaçant les miroirs, même avec la caméra, parce qu'il y a une caméra du côté gauche du camion, il reste des angles morts. Donc, s'il y a un virage à gauche à effectuer, le conducteur doit débarquer du camion, aller du côté gauche pour faire son virage à gauche. Par contre, là, il faut être très, très vigilant, comme je dis, quand tu fais la conduite à droite. Par exemple, s'il y a un bac qui se place ici, même quand, et vu qu'il y a un obstacle là, moi, je descends. Parce que le bras, là, peut-être quand tu le sors, peut-être que ça va accrocher la voiture, le véhicule, là, pour éviter tout ça, on sort. Quand c'est près d'un obstacle, je sors. Pendant que le treuil lève le conteneur, c'est quoi que le lait déboueur doit faire? Bien évidemment, il faut qu'il reste sur le côté du camion. Hein. Tout ce qui est en hauteur, on ne devrait jamais aller en dessous. Il est arrivé beaucoup d'accidents, pas nécessairement chez les éboueurs, mais avec des masses qui étaient surélevées, puis que le travailleur allait en dessous, puis que, bien, tu sais, je vous apprendrai rien que tout ce qui monte redescend. Donc, évitez sincèrement là, d'aller en dessous, autant d'un bac qu'on lève, aller ramasser quelque chose, attendre qu'il soit redescendu pour aller ramasser quoi que ce soit. Restez toujours sur le côté du camion. C'est la meilleure façon. Si je te dis fils électriques, tu me dis quoi? Faut faire attention aux fils électriques. Tu sais, des fois, peut-être juste avoir une vue regardant en l'air pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui pendent puis qu'on peut arracher. La règle du 3 mètres, je m'arrête, normalement, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas nécessairement non plus toucher au fil pour avoir une décharge électrique. Là, il y a des arcs électriques qui peuvent se faire. Puis, des fois, entre les changements de saison, les fils peuvent être plus lousses ou qu'un autre camion l'a raccroché. Fait que des fois, juste un petit coup d'œil en l'air, ça peut aider à éviter le pire. Dans la vie, comme en camion, quand c'est trop lourd, il faut faire le vide. En une journée, ça peut être une moyenne environ de 500 camions qui vont emmener environ une moyenne de 5000 tonnes quotidiennement sur le site. C'est quoi les risques qu'il peut y avoir ici? Beaucoup de machinerie, beaucoup de camionnage. Donc, des fois, on est un petit peu sur des chemins qui ne sont pas les routes habituelles asphaltées de l'extérieur du site. Donc, on est dans une zone qui peut quand même présenter certains risques, principalement au front de déchets. 3 conseils que tu pourrais donner à un chauffeur qui vient ici pour la première fois. Première chose, c'est d'être vigilant, donc d'observer. De suivre la signalisation. Donc, quand on observe les autres camions. On se déplace toujours quand les espaces sont libres. Un autre, c'est de bien communiquer. Donc, tout le temps être prêt à communiquer avec écouter les signaux. Si un opérateur avise de ne pas reculer, de ne pas s'installer à un endroit. Donc, ça, ce serait notre règle. Et le restant, c'est vraiment au niveau de sa sécurité aussi personnelle. Donc, de porter le dossard, les lunettes de sécurité, le casque, les bottes de sécurité et rester toujours près de son véhicule. Il y a des endroits où on peut débarquer notre véhicule pour faire l'entretien du véhicule, donc enlever des papiers, vérifier qu'il n'y a pas de déchets pris dans les pneus. On se limite à ces endroits-là, mais on le fait bien en restant toujours à une distance près de son camion. La règle numéro 1, c'est d'y aller tranquillement. Donc, on a une limite de vitesse de 20 km/h sur le site. Si on suit la limite de vitesse, on ouvre notre radio pour communiquer avec les opérateurs. Tout va bien se passer. Ah, il y a un stand de radio local? Oui, donc on a un poste qui est affiché en avant. Donc, on s'intonise à l'entrée du site et tout le long de notre parcours ici, on n'utilise pas de téléphone cellulaire. On communique par radio. Donc, on a le contremaître qui est sur la radio, les opérateurs sont sur radio et les collègues sont sur radio. Comment il s'appelle, notre ami? Lui, c'est Koba. Koba? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Koba? En fait, on est farouche les goélands. On est ici du lever au coucher du soleil. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration avec notre ami? Il pourrait s'envoler? Ben oui, ben oui. Les goélands, dans le fond, il peut se ramasser des milliers dans un tout petit périmètre, donc dans le périmètre du front de déchets. C'est comme si les opérateurs ils seraient à longueur d'année dans une tempête de neige. Le mouvement des ailes des goélands, ça vient agressant tout le temps voir ça. Puis ça doit. Les goélands, ils n'ont pas peur de la machinerie. J'imagine que d'une certaine façon, vous évitez
travailleurs d'être dans le caca. Là. Oui, exactement. Côté environnemental, les goélands, les fientes de goélands, c'est très corrosif. Juste les opérateurs ou les camionneurs, peu importe. Si les camionneurs débarquent de leur véhicule pour aller ouvrir la porte en arrière, par exemple, puis là, s'il y a plein de goélands au-dessus de leur tête, bien là, ils peuvent se faire chier dessus. La sécurité chez EnviroConnexion, c'est la valeur numéro 1. La valeur numéro 1, ça ne veut pas simplement dire qu'on en parle, ça veut dire qu'on applique ce qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir un lieu sans accident, sans incident, que tout le monde, à la fin de la journée, retourne à la maison en santé, donc pour pouvoir rejoindre leur famille. Ton oiseau est pas mal bon pour chasser les goélands. Est-ce qu'il pourrait faire d'autres choses? Oui, bien mon oiseau, je pourrais l'entraîner pour chasser les camionneurs qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Puis comme il est pas mal rapide, bien, il pourrait aussi pourchasser les camionneurs qui ne respectent pas les limites de vitesse. Ah, ça, André, il va aimer ça. Un imprévu, c'est quand c'était pas prévu. Faut le savoir. Là, on se retrouve devant un tas de choses par hasard, hein, que les éboueurs, ils vont pas ramasser. Bien, ce tas-là, il y a deux grandes raisons pourquoi on les ramasse pas. Un, côté environnement. On s'entend que des pneus dans un site d'enfouissement, c'est pas l'idéal. Ensuite de ça, du bois de construction de même avec des clous, bien, c'est côté sécurité. Je vais dire le même principe avec le chlore. Le chlore, risque de projection, on peut blesser nos employés et de plus, ça peut créer des incendies. Le propane? C'est quoi le propane, bien, ça va être pour deux choses, principalement le risque d'incendie. On s'entend que si jamais il arrive quelque chose dans le camion, lors de la compaction, ça risque de créer un incendie et de projection aussi. Tout ce qui est gaz comprimé, bien, ça risque de faire une projection. Ça, c'est quoi? C'est de la cendre, ça? Oui, exact. Encore l'incendie, tu vas me dire? Effectivement, encore une fois, je pense que c'est assez facile à comprendre. Puis crois-moi, un incendie, quand ça se déclare dans un camion, là, ça peut prendre de l'ampleur vraiment assez rapidement. Il y a beaucoup de produits, selon les villes, les endroits, les contrats, c'est pas toujours la même chose. Comment je fais, moi, pour m'y retrouver? C'est sûr que les contrats vont dicter, règle générale, ce qu'on ramasse ou pas selon la collecte. Par contre, il existe une application que Recycle Québec a fait qui s'appelle Ça va où, qui est vraiment bien fait, qui demande selon ta municipalité puis ce que tu veux jeter, où le mettre. Si c'est un compost, recyclage, déchets, un éco-centre ou un site quelconque. Donc, moi, je trouve ça super intéressant comme site. Les punaises de lit, t'en as déjà vu? 1er juillet, déménagement, tout le monde déménage, il y a des matelas partout, puis c'est immanquable. Il va y avoir des matelas qui vont être remplis de punaises de lit, coquerelles, donc ça va être important d'emballer les matelas pour s'assurer qu'on puisse les ramasser de la bonne façon. Puis, si jamais on les voit à l'œil ou il y a une indication comme quoi qu'il y a des parasites, bien, on va juste les laisser là puis donner l'adresse à notre superviseur. On a aussi un centre de personnes âgées. Donc, quand ils font, mettons qu'on a des punaises de lit ou ils font un changement de matelas avec la COVID, bien là, généralement, on a un protocole pour ça au niveau santé-sécurité. C'est de les envelopper, de les laisser là 3 jours, puis après ça, on peut aller les chercher. Fait que ça, c'est des particularités qu'on peut avoir sur la collecte. As-tu d'autres belles surprises comme ça que tu as découvertes? Ben, je vais dire des corps des animaux, des fois. Il y a un chat qui se fait frapper, effectivement. Donc, ça, on ramasse pas ça. Ça doit être apporté à un endroit comme le Berger Blanc ou un endroit qui vont faire la collecte des dépouilles des animaux. Par contre, quand on prend une poubelle, on ouvre le couvert puis on tombe face à face avec une dépouille. Des fois, ça peut être assez effrayant là, quand on s'attend pas à ça. Là. On peut porter des gants. Malheureusement, on peut quand même se faire piquer par une seringue qui dépasserait d'un sac. Si ça arrive, qu'est-ce que je fais? C'est très, très, très important de partir pour l'hôpital immédiatement. Dès qu'on se pique, on a 2 heures pour se rendre à l'hôpital. Pas dans une clinique, pas dans un CLSC. Vraiment, les hôpitaux, c'est eux qui sont les mieux équipés pour gérer la situation.